Merci, Madame la Présidente. Honorables collègues, je propose que le Sénat demande au gouvernement du Canada à dénoncer l'illégitimité du régime cubain, reconnaître l'opposition et la société civile en tant qu'interlocutrice. B. Exhorter le régime cubain à assurer le droit du peuple cubain à manifester pacifiquement sans possibilité de représailles et de répudiation. Je présente cette motion dans le cadre du Forum parlementaire transatlantique, une initiative mondiale avec les législateurs d'Europe et des Amériques, en solidarité avec la lutte du peuple cubain pour son droit de vivre dans une démocratie. Les appels précédents, lancés par les Cubano-Canadiens, demandant la liberté pour soutenir ceux qui mettent la lutte pacifique pour les droits de la personne et la démocratie à Cuba ont jusqu'à présent été ignorés par le gouvernement Trudeau, dont la politique à l'égard de Cuba est fondée sur le silence et, plus inquiétant encore, l'inaction. Amicale Calebra, Ramed Martinez Avila, Kirania Carbonal Digues, Michael Lima, Manuel de Jesus Muriandro, Ismael Bacalaro, Andy de Villa Miranda. Toutes ces personnes sont des Canadiens d'origine cubaine qui sont venus dans ce pays et qui ont bâti une bonne vie pour eux et qui apprécient notre démocratie, mais qui regardent leurs amis qui sont encore à Cuba, qui n'ont pas ces privilèges. Il est plus important que jamais que le Canada soutienne l'unité des défenseurs de la démocratie à l'échelle mondiale face à l'expansion accélérée des régimes autoritaires dans le monde. Tant la violence de la guerre contre l'Ukraine que la répression déclenchée par le régime cubain contre ceux qui pensent différemment montrent le manque d'arguments moraux et rationnels et l'impuissance dictatoriale de ceux qui recourent à la force pour gagner une guerre ou pour obtenir ou conserver le pouvoir. Après l'invasion russe en Ukraine, le monde entre dans une nouvelle ère qui nécessite une nouvelle réflexion stratégique pour redéfinir les relations internationales entre les démocraties et les autocraties. Le Canada devrait faire un pas important dans cette direction en dénonçant l'illégitimité du régime cubain dont le système et les représentants n'ont jamais été librement élus par le peuple. Au lieu de soutenir et de légitimer le même régime cubain qui justifie l'invasion de l'Ukraine par la propagande du Kremlin, le Canada devrait reconnaître l'opposition pro-démocratique à Cuba comme un interlocuteur valable dans notre relation avec l'île. Le Canada est très en retard dans sa condamnation de la dictature cubaine. Au lieu de cela, notre gouvernement actuel poursuit sa politique de silence et d'inaction face à la spirale répressive que les Cubains ont connue, avec une brutalité particulière après les manifestations pro-démocratiques massives du 11 juillet 2021. Le gouvernement Trudeau continue de parier sur la poignée de main avec les oppresseurs de Cuba et de s'engager dans une diplomatie en coulisses. Il est temps d'élever nos voix pour que tous l'entendent. Le silence et l'inaction du gouvernement Trudeau, combinés à l'absence quasi totale de couverture par les grands médias canadiens, rendent invisibles les violations graves et systématiques des droits de la personne à Cuba et la spirale répressive que vivent les Cubains qui, après les manifestations pacifiques en faveur de la démocratie du 11 juillet, a acquis une intensité et une ampleur jamais vues depuis des décennies. En gardant le silence face à cette répression à Cuba, nous sommes complices. Comme l'a dit l'évêque et militant des droits de l'homme Desmond Tutu, et je cite, « Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'oppresseur. Après 63 ans sans élections libres, équitables, démocratiques et multipartites, Cuba est l'un des régimes prédateurs des droits de la personne les plus durables au monde. Depuis 1959, le régime actuel persécute, emprisonne et marginalise les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les artistes dissidents, les intellectuels et les critiques. On estime qu'au moins un demi-million de Cubains ont été arbitrairement arrêtés ou emprisonnés pour des raisons politiques au cours des 6 dernières décennies. Le régime de parti unique cubain étouffe la liberté d'expression et de réunion et de rassemblement en enfermant des personnes pour leurs croyances et leur opposition au gouvernement, proscrit le pluralisme politique, interdit les médias indépendants, criminalise la dissidence et empêche l'exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales.
Les choses ont empiré au cours des 14 derniers mois, les autorités cubaines étant responsables de violations graves et systématiques des droits de la personne dans le cadre d'une politique répressive qui criminalise les manifestations pacifiques et emprisonne et maltraite des Cubains de tous horizons pour avoir simplement exprimé leur opinion et exercé leur liberté d'expression et de rassemblement pacifique. Les organisations de défense des droits de la personne ont signalé au moins 10 000 actions répressives à Cuba de janvier 2021 à mars 2022, notamment des détentions arbitraires, des emprisonnements, des assignations à résidence forcée, des amendes, des simulacres de procès, des actes de répudiation, des campagnes de diffamation, des passages à tabac, des coupures d'Internet, des expatriations forcées pour harceler et intimider les défenseurs des droits de la personne, critiques militants, indépendants, artistes, journalistes. À la fin de 2021, le régime cubain avait procédé à l'arrestation arbitraire de 2 717 personnes, à l'assignation à résidence de 3 743 personnes et à 60 actes de répudiation contre des militants pro-démocratie. Ces actes sont fascistes par nature et constituent la plus grande expression de l'intolérance et de l'extrémisme promu par le régime cubain contre ceux qui pensent différemment. Le 11 juillet 2021, plus de 187 000 Cubains sont descendus dans les rues dans 45 villes cubaines lors de manifestations historiques pour protester contre les restrictions de longue date des droits de la personne, criant liberté, à bas la dictature et exigeant un changement démocratique comme solution à la profonde crise économique et sanitaire du pays. Le régime cubain a répondu aux manifestations pacifiques avec une brutalité et une violence extrême, avec le déploiement massif de brigades spéciales de policiers dans les villes de Cuba. Les niveaux de surveillance, d'arrestation arbitraire, de persécution et de répression ont atteint des niveaux sans précédent depuis 20 ans à Cuba, selon Amnesty International. Les forces de sécurité ont répondu aux manifestations pro-démocratiques avec une violence extrême et ont ouvert le feu sur les manifestants. Ils ont utilisé le gaz lacrymogène et ont frappé les manifestants avec des matraques. Les personnes arrêtées ont été soumises à des tortures et à des traitements cruels, dégradants et inhumains. Suite à ces actes de brutalité, Cuba a dépassé le Venezuela, le Nicaragua, la Russie et même l'Iran en nombre de prisonniers politiques. En mars 2022, l'emprisonnement politique à Cuba constitue le plus grand drame humain vécu par les familles cubaines aujourd'hui. Pire encore, ces victimes de la répression à Cuba, les prisonniers politiques font état de l'utilisation de la torture ainsi que de traitements cruels, inhumains et dégradants dans les prisons, y compris l'isolement cellulaire, l'utilisation excessive d'entraves, des coups, l'humiliation verbale, les actes de répudiation, la menace de viol, le refus de soins médicaux et de visites familiales. Ces récits et ces méthodes de répression ont été documentés dans des lettres et des rapports verbaux envoyés par les prisonniers à leurs proches. Aujourd'hui, je lève ma voix et vous encourage tous à vous joindre à moi pour dénoncer les conditions des prisonniers politiques à Cuba, soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants. Je souhaite prendre un moment pour vous mettre en lumière le cas de certaines de ces personnes, par exemple l'artiste et militant Michael Osorbo, lauréat du prix Grammy pour la chanson Patria et Vida, Patrie et Vie. Il est incarcéré depuis mai 2021 dans une prison à haute sécurité de Pinar del Rio. Il souffre actuellement de problèmes de ganglion lymphatique et il s'est pas vu proposer de diagnostic ou de traitement médical adéquat pour son état. Il y a aussi Luis Manuel Otero Alcantara, figure de proue du mouvement de San Isidro et l'une des 100 personnes influentes du Time en 2021 qui a été arrêtée alors qu'il se rendait à une manifestation à La Havane le 11 juillet et transféré sans audience à la prison à sécurité maximale de Guanare. Il a mené de nombreuses grèves de la faim pour protester contre son emprisonnement injuste qui l'ont laissé en mauvaise santé. Félix Navarro et sa fille Saïline Navarro, coordinateur du Mouvement pour la démocratie Pedro Luis Boitel, ont récemment été condamnés à 9 et 8 ans de prison, respectivement, non pas pour avoir manifesté, mais pour avoir simplement demandé à la police le statut de certains des membres de l'organisation qui avaient été arrêtés le 11 juillet. Je suis particulièrement préoccupé par les groupes vulnérables victimes de la répression qui a suivi les manifestations de juillet. 33 enfants, mineurs au moment de leur détention, ont été poursuivis au pénal, la moitié d'entre eux étant accusés de sédition.
Selon l'article 100A du Code pénal cubain, l'accusation de sédition est passible de 20 ans de prison ou la peine de mort. Il y a au moins 130 femmes qui sont des prisonnières politiques à Cuba. En outre, toutes les mères des manifestants pro-démocratie du 11 juillet sont régulièrement menacées d'emprisonnement par la sécurité d'État si elles dénoncent le cas de leurs enfants au niveau international. Je souhaite également saisir cette occasion pour condamner les centaines de procès qui ont été menés à Cuba contre des manifestants démocratiques pacifiques en violation des procédures régulières et de l'article 7E du Statut de Rome et de la Cour pénale internationale. Les manifestants pro-démocratie sont également inculpés d'articles du Code pénal cubain tels que la sédition, le désordre public et l'insulte aux fonctionnaires qui violent les normes internationales en matière de droits de la personne car ils constituent un déguisement légal pour museler la liberté d'expression et d'association. Sans aucune procédure régulière, la plupart des manifestants, dont l'âge moyen de 34 ans, sont condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 5, 10 et même 30 ans pour avoir simplement enregistré une manifestation ou avoir manifesté pacifiquement. Je pose la question, que fait le gouvernement de Justin Trudeau face à ces atroces violations des droits de la personne à Cuba l'année dernière? Le gouvernement Trudeau n'a fait que quelques vagues commentaires sur les manifestations du 11 juillet 2021, principalement en réponse à des questions des médias, contrairement à ce qui s'est passé lorsqu'il a condamné d'autres dictatures dans le monde comme le Venezuela et la Biélorussie. Ces commentaires n'étaient même pas des déclarations officielles du gouvernement publiées sur le site Web du gouvernement du Canada. En fait, le premier ministre a fait ces commentaires principalement en réponse aux pressions exercées par le Parti conservateur en Chambre. Alors que nous sommes empressés d'exprimer notre solidarité avec la population à la suite des manifestations de juillet, le gouvernement Trudeau se contente de répéter qu'il est conscient de la situation à Cuba, mais ses préoccupations ne sont pas sorties d'action. L'initiative du gouvernement Trudeau, publiée dans la fiche d'information du 16 novembre 2016, renforcer la relation entre le Canada et Cuba, visant à accompagner le régime cubain dans une supposée modernisation de son système et dans des projets de collaboration en vue de favoriser une gouvernance inclusive et responsable par le biais d'échanges avec Cuba, a été un échec catastrophique. Le régime cubain n'a pas rendu de compte à son peuple depuis qu'il est arrivé au pouvoir parce qu'il n'a jamais été élu lors d'élections libres et Cuba ne connaît aucune forme de séparation des pouvoirs et répond aux manifestations pacifiques par une répression brutale, comme on l'a vu le 11 juillet 2021 lorsque le président non élu Miguel Díaz-Canel est apparu à la télévision pour donner un ordre de combat à des manifestations pacifiques. Cuba dispose aujourd'hui des lois les plus répressives que jamais dans son histoire récente. Quelques exemples récents dans le cadre juridique cubain corroborent cette affirmation. En août 2021, le Journal officiel a publié les décrets loi 35 et 42 qui criminalisent la presse indépendante et les critiques du régime, ainsi que le règlement 102 qui punit la soi-disant diffusion d'informations considérées comme fausses et préjudiciables à l'ordre public. Plus récemment, le projet de loi pour un nouveau code pénal criminalise toutes les libertés civiles et politiques protégées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, y compris le droit à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, de rassemblement et à la protection pacifique. Je ne m'en voudrais de ne pas m'engager aujourd'hui à sensibiliser mes concitoyens canadiens aux implications morales et éthiques de dépenser notre argent à Cuba, une île magnifique, l'une des plus belles au monde, mais elle est gouvernée par un régime politique qui bafoue les droits de sa population. Passer des vacances et investir à Cuba revient à être des complices actifs du financement du conglomérat militaire qui gère les hôtels, les institutions financières et l'industrie du tourisme. Avec cet argent, nous contribuons à soutenir à Cuba ce que Global Firepower considère comme la 4e plus grande force militaire du monde. En d'autres termes, l'argent canadien à Cuba ne contribue pas à améliorer la vie des citoyens, mais est utilisé par le régime pour surveiller, persécuter et réprimer les journalistes, les militants des droits de la personne et les critiques. Dans le contexte mondial actuel, passer des vacances et investir à Cuba revient à apporter son soutien à un régime qui utilise tous
ces médias contrôlés par l'État pour reproduire la machine à désinformation du Kremlin sur l'invasion de l'Ukraine. Ce faisant, nous aidons le régime cubain dans son rôle de participant actif à une guerre hybride qui, par sa désinformation, fabrique des récits qui aident à justifier l'invasion de l'Ukraine par Poutine et contribuent à dissimuler la responsabilité du régime russe dans la perpétration de crimes de guerre odieux contre des enfants et la population civile. Le Canada ne peut oublier que des pays comme Cuba, le Venezuela et le Nicaragua sont impliqués dans l'axe d'agression contre l'Ukraine. Le leadership du Canada dans le soutien à la cause des droits de l'homme et de la démocratie à Cuba est essentiel. Dans un monde où la croissance mondiale des régimes autoritaires est le plus grand défi de notre époque, je vous invite tous à vous placer du bon côté de l'histoire et à créer un précédent historique au Canada en adoptant cette motion en solidarité avec le peuple de Cuba qui aspire à vivre dans une nation libre, démocratique et inclusive. Des choses que nous prenons pour acquis. Le Canada ne peut continuer à blanchir l'image de la dictature cubaine. Il est moralement discutable que nous continuions à passer des vacances et à investir à Cuba tout en ignorant le fait que le régime de l'île est le plus grand geôlier des Amériques avec plus de 1000 prisonniers politiques qui meurent dans les prisons. Cuba vit aujourd'hui un moment historique unique car pour la première fois depuis plus de 60 ans, une nouvelle génération de jeunes a commencé à revendiquer ses droits de manière publique et pacifique. Ils sont déterminés. Cette culture naissante de rébellion démocratique a besoin de soutien et de solidarité internationale pour réussir. Le peuple de Cuba, les maires, des centaines de prisonniers politiques, la population sans défense réclament l'aide et la solidarité internationale. Le Canada doit écouter les voix spontanées et légitimes du peuple cubain exprimées dans les villes et les villages de Cuba le 11 juillet 2021. Leurs manifestations pacifiques ont envoyé un message fort et clair au régime illégitime qui s'impose au pouvoir. Leur temps est révolu. Le Canada, comme il l'a fait contre 21 autres régimes autoritaires dans le monde, devrait imposer des sanctions à toutes les personnes du régime cubain responsables de la persécution, du passage à tabac et de la torture des manifestants du 11 juillet et de tous ceux qui, à cette date et à d'autres, ont pacifiquement élevé leur voix pour la démocratie à Cuba. C'est pourquoi je vous demande à tous de prendre le parti du peuple cubain et non du régime cubain et de soutenir cette motion, d'être du côté des droits de la personne, de la démocratie. C'est important pour nous tous, c'est important pour les Canadiens. Il est important qu'ils sachent que nous les écoutons, que nous les regardons, que nous allons les aider. Je vous remercie, chers collègues. Longue vie à un Cuba libre.